Comment ça va YouTube? J'espère que vous allez tous bien. Retour sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, suite à une demande massive de quelques abonnés sur Insta. Pour la reprise de vlog, j'essaie de reprendre aujourd'hui pour vous partager un petit peu une journée classique, on va dire, en ce moment. Euh, j'ai pas de show pour le moment, on est hors saison, donc forcément il y a moins de compétition à vous partager. Donc l'idée c'est de vous partager d'autres trucs un petit peu hors saison, partager différents sujets, parler d'autres choses aussi. J'ai une boîte à questions sur Insta où il y a eu quelques questions, donc je vais pouvoir les traiter aussi au fur et à mesure. Et puis partager au fur et à mesure de ma journée quelques infos sur le coaching, sur ce qui se passe en ce moment, sur les objectifs, sur un petit point sur l'année dernière aussi. On est toujours en janvier, donc je peux encore faire un point sur l'année précédente. Et puis voilà, en espérant que ça vous plaise. Là, il est 6 heures du match, je vais me préparer pour aller marcher un petit peu. Et puis, let's go, on attaque cette journée. Bah voilà, pour ceux qui pensent que Dubaï il fait tout le temps soleil, preuve en image que non. Du coup, on a aussi des jours comme ça. Ouais, c'est pas grave, ça fait du bien. Donc petit step à jeun le matin. Le but là pour moi depuis décembre à peu près, c'est de me remettre un peu les routines en place. L'année dernière, la saison a été intense, longue et intense pour le coup, et comme chaque année, le petit contre-coup derrière est plus ou moins marqué. Mais cette année particulièrement, il a été solide. Et ce qui fait que du coup, j'ai un peu accusé le coup pendant 2 semaines après la dernière compète avec Radka au Portugal. J'étais vraiment fatigué, très fatigué. Donc j'ai assuré les coachings, parce que ça reste la base de toutes mes journées, de ce que j'ai à faire au quotidien. Mais j'ai skippé un peu tout le reste. Je me suis entraîné quand même 3 fois par semaine, histoire de maintenir ma cadence. Mais tout ce qui est step, cardio, tout ça j'ai laissé de côté complet, parce que j'avais vraiment pas l'énergie. Je préférais dormir le matin, je préférais faire la sieste l'après-midi quand j'avais le temps de le faire après les bilans ou avant les bilans. Ce qui fait que là j'essaie de réintégrer un peu tout ça, step by step, parce que pareil pendant la saison j'ai moins le temps de faire tout ça. Alors, les pas je peux en faire un peu forcément parce que j'ai le temps de marcher. Mais tout ce qui est cardio et tout, suivant les déplacements et autres, je peux pas toujours le faire. Donc là l'idée c'est de me réintégrer un peu de routine. Ici le contexte s'y prête en plus parce que forcément il fait relativement bon ou beau par aujourd'hui. Mais je peux aller marcher le matin tôt, il pleut pas, il fait bon, contrairement à ce qu'il peut faire comme temps en ce moment en Europe. Cadre idéal pour se remettre un peu en selle niveau rythme, reprendre des routines que je pourrais garder du coup une fois que je rentre. Donc là pour l'instant le matin je me lève, je fais 20-30 minutes de marche, soit je vais sur le tapis dans la salle, soit comme aujourd'hui je sors, ce qui me permet d'aller me prendre un café aussi parce que j'en ai plus. Et derrière j'enchaîne avec un peu de lecture, mon petit déj, etc. Et après je commence à bosser tout simplement. Et l'idée c'est que d'ici quelques semaines, ces steps du matin se transforment en cardio pour de vrai. Pareil pour avoir une petite phase où on appuie un peu niveau intensité, mettre un peu de choses en place, mettre un petit objectif intermédiaire. Et voilà. L'idée c'est de faire un petit reset post-saison et de se remettre en route sur toutes les petites routines, parce que j'aime bien avoir des routines le matin notamment. Ça me permet de démarrer la journée avec des petites victoires, des tâches accomplies, des trucs qui sont faits. Et de dérouler ma journée en sachant que quoi qu'il arrive dans la journée, j'ai déjà fait ça. Et que si par exemple je suis pris de court parce que plus de travail que prévu ou des imprévus simplement, cette partie-là est déjà faite, voilà, tout simplement. Donc, voilà. Donc là, petite marche 20 minutes jusqu'au Starbucks, je prends un café, je reviens et je reprends pour le reste de la journée.
Bon, alors on se retrouve pour le petit-déj, je l'ai pas assez fait. Petit-déj prêt. Donc, petit déjeuner. C'est à peu près la même chose toute l'année. La partie diète, curieusement, c'est la partie que j'arrive à le moins mettre de côté quand je suis en plein dans la saison. Déjà parce que j'ai faim. Et hormis les jours de show, la veille des shows, les jours de show, c'est un peu plus compliqué suivant le timing. Jour de show, en général, je mange pas beaucoup, un ou deux repas, pas plus. Parce que voilà, il y a l'activité, il y a un peu de stress forcément, il y a des trucs à penser autre que manger. Mais même ces jours-là, le petit-déj, je l'oublie pas. C'est le seul repas peut-être que je mange de la journée avec le repas post-compétition. Mais celui-là, il bouge pas. Et le reste du temps dans les déplacements, il y a toujours moyen de suivre le plan plus ou moins. J'ai moins de contraintes du fait que je sois pas sur un plan strict avec un objectif, etc. en ce moment d'optimiser, progresser, etc. La partie diète, c'est vrai qu'elle se maintient globalement bien toute l'année parce que quel que soit le pays où je suis, il y a toujours moyen de trouver des alternatives, que ce soit une barre de prot avec un fruit ou des tranches de blanc de dinde avec des wraps ou des plats préparés comme ici où je peux avoir du riz, du poulet grammé à peu près comme j'ai besoin. Assez facilement. Donc la partie tête en général je la suis plutôt bien toute l'année, elle bouge pas. Donc le matin c'est des œufs tout le temps, donc 250 grammes de blanc d'œuf, 2 œufs entiers, en général un ou deux bagels avec de la cream cheese allégée. Là j'ai plus de cream cheese et il me reste un seul bagel parce que je laisse les courses aujourd'hui. Donc j'ai mis 2 œufs en plus pour à peu près avoir mon quota de lipides équivalent, un seul bagel et sûrement une banane sur la route pour aller au golf. Et voilà, donc, globalement c'est ça. Et les jours où j'ai beaucoup de taf, en général, le lundi, samedi, je sais que ça va être des très grosses journées, ou les jours où je veux me coller un max de formation et autres. Souvent, je ne mange pas de glucides le matin sur ce repas-là, je fais juste prot lipides. Ça me permet de rester un peu plus alerte, on va dire, directement après le petit-déj. J'ai moins ce temps de latence, un peu de digestion que je peux avoir si je mange beaucoup de carbs. Surtout si je suis assis. Là, en l'occurrence, si je mange des carbs, comme je vais bouger derrière, j'ai pas ce truc-là. Mais si je mange assez riche en carbs et qu'après je me mets sur l'ordi, etc., je peux avoir un petit peu ce focus moyen, je trouve, en tout cas par expérience depuis des années. Donc quand c'est comme ça, si j'ai une grosse journée, je réduis considérablement mes carbs. Si je m'entraîne, je les mets que autour de l'entraînement. Si c'est une journée off complet, je fais potentiellement une journée que prot et fat, très peu de carbs. Et voilà. Donc là, aujourd'hui, en l'occurrence, je m'entraîne et je vais être actif post-petit-déj. Donc un bagel, une banane, mes œufs. Encore de l'eau parce que j'ai soif et voilà. Pendant que je mange, je vais regarder un podcast. Je regarde un podcast de Mel Robbins qui sont hyper intéressants. Si ça vous intéresse, je vous partagerai 2-3 trucs dessus. Et puis je vous retrouve dans une demi-heure, je pense. Il est 7h, 7h10. Donc le temps que je mange, vers 7h30, 45. Je me prépare et je vous retrouve pour aller au golf. Bon, du coup, j'arrive au golf. Je prends un petit café avant de démarrer. J'en profite pour répondre à une ou deux questions que j'ai reçues sur Insta, du coup, dans la FAQ. Questions qui sont plus perso, donc moins orientées sur le body, le coaching. Donc, première question, est-ce que je vais venir habiter à Dubaï? Non, pas du tout. J'aime bien être ici. C'est hyper agréable, forcément. L'atmosphère est cool, les vibes sont cool. Niveau productivité, etc., c'est super parce que forcément, tout est facilité en termes de service, donc vous avez on va dire plus de facilité à moins perdre de temps sur certains trucs à faire au quotidien, etc. Donc vous pouvez rester focus davantage. Et forcément, voilà, l'atmosphère est cool, il fait beau. C'est aussi agréable, même si j'aime beaucoup la neige aussi et je serais bien allé au ski. Donc ouais, c'est super agréable d'être ici, mais je ne resterai pas à vivre ici à l'année. C'est très loin de l'Europe. Donc pour des raisons perso et pro, ça me simplifie pas les choses si je devais être ici toute l'année. D'un point de vue perso, je suis très loin de ma famille et même si j'aspire pas à vivre en France, j'aime avoir la possibilité d'aller les voir quand je veux, de pouvoir avoir 2 fils qui se touchent un lundi et de me dire vendredi je suis chez vous et de pouvoir le faire parce qu'il y a des billets d'avion accessibles rapidement, il y a des vols tout le temps et que c'est à côté. Donc l'Europe oui, la France non, mais l'Europe oui, c'est certain. Dubaï, j'ai pas cette possibilité là. Si je suis ici, je suis à plus de 8 ou 9 heures de vol avec des escales potentiellement, et du coup moins de facilité, moins de flexibilité même pour eux pour venir me voir sur un week-end, c'est pas possible, donc pas envie. Et pour les raisons pro, tout simplement parce qu'il n'y a pas de show et il n'y a pas de show à proximité énormément. Tous les shows sur lesquels je me déplace essentiellement sont en Europe pour l'instant ou d'autres pays du monde. Je suis allé à Tokyo l'année dernière, mais on va dire que
quand c'est la saison, notamment sur la deuxième partie d'année où il y a beaucoup de shows tous les week-ends et où je suis en déplacement littéralement toutes les semaines et pas à la maison et dans des pays différents tous les week-ends. Il me faut un hub central un petit peu avec un aéroport qui dessert toutes ces destinations facilement. Et d'ici, clairement, ce serait pas le cas parce que si je prenais l'avion d'ici pour un show, je partirais pour plusieurs semaines très certainement. Ou si je devais revenir ici, j'irais peut-être sur moins de shows. Enfin voilà, ça me conviendrait pas d'un point de vue pro ni perso. Et du coup, deuxième question que j'ai eue, je m'attendais aussi forcément, comme c'est sur Dubaï, je l'attendais aussi. Et du coup, deuxième question, c'était à propos du golf. Pourquoi je me mets à faire du golf? Pourquoi le golf? Tout simplement parce que j'en ai fait l'année dernière, quand j'étais sur Londres plusieurs fois. Pas du mini-golf, du vrai golf. Enfin, du practice, très exactement. Et j'ai trouvé ça super cool. C'est pour ça parce que j'adore apprendre de nouvelles choses tout le temps. Dans mon travail, effectivement, parce que je me forme, mais aussi de manière générale, j'adore apprendre de nouvelles choses. C'est hyper intéressant, hyper passionnant, hyper stimulant, je trouve. Et du coup, d'avoir une autre discipline, tu pars de zéro, où tu es débutant complet, où il y a tout à apprendre, tout à découvrir. C'est hyper stimulant, je trouve ça super cool. Donc ça m'a bien plu. En extérieur, t'es un peu coupé de tout. C'est calme. Les gens ici sont pas là pour faire du bruit, ils sont concentrés dans leur truc, ils viennent faire leur practice ou ils viennent faire leur parcours. Quelque chose qui est plein de détails, il y a plein d'autres trucs faut rester concentré, il y a plein de détails à travailler. La moindre rotation, le moindre mauvais positionnement du club, de la main ou par rapport à la balle et la balle ne part pas ou part sur le côté. Donc, il y a plein de subtilités, de trucs qui obligent à être un petit peu en concentration focus, ce qui permet de travailler aussi un petit peu là-dedans. Et en même temps c'est calme, reposant, en dehors de ce que je fais de tous les jours. Et c'est hyper stimulant, tout simplement. Et comme je suis un petit peu compétitif, j'aime bien perfectionner, donc j'ai pris des cours quand je suis arrivé ici pour pouvoir pratiquer correctement. Parce que je pars du principe, comme pour tout, même en musculation c'est la même chose, pour pouvoir prendre du plaisir à le faire, il faut être en mesure de le faire correctement. Et du coup, si j'avais pas pris de cours, j'aurais continué avec une technique bancale, à frapper une balle sur 4. Du coup, voilà, le but c'était un de mes objectifs de l'année. C'était ça, je me mets pas de résolution à chaque année, je suis pas parti sur des résolutions, mais je me mets des objectifs tout le temps. L'un d'entre eux, c'était d'apprendre à jouer au golf et d'être en mesure de faire un parcours complet en fin d'année. Donc ça devait commencer forcément par des cours, l'apprentissage, du practice. C'est pour ça que j'ai ici un jour sur 2, un jour sur 3 pour pouvoir pratiquer tant que je suis ici, parce que c'est à côté. Quand je vais rentrer en France ou que je vais rebouger en Europe, je vais voir chaque fois s'il y a un golf à proximité pour pouvoir aller au moins une fois ou deux m'entraîner aussi dans le mois. Et puis voilà. Donc le golf parce que c'est reposant, c'est hyper stimulant d'apprendre des nouvelles choses. J'aime bien, c'est hors du body. Faut savoir que j'ai passé des années à concourir et à être très focus sur mon body, ma pratique du bodybuilding pour moi-même, à optimiser tout, à avoir toute ma vie millimétrée autour de ça, ce qui était très bien et nécessaire pour mon parcours en tant qu'athlète et même pour mon parcours en tant que coach, pour apprendre encore plus à être dedans, tester des choses, apprendre, avancer. Aujourd'hui c'est plus le cas, je concours plus, je veux plus concourir. Mon travail de coach est à temps plein, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, c'est ma partie body à 200%. Mais en dehors de ça, quand je ferme mon téléphone ou que je suis plus sur mes coachings, je n'ai pas envie de parler de musculation, de parler de body, ou penser musculation, penser body. Je suis passionné, mais je suis aussi passionné de ma vie à l'extérieur de ça, et du coup d'avoir des activités comme j'ai repris le basket il y a 2 ans, comme là, le golf, comme visiter, bouquiner, etc. Ça me permet de faire autre chose, d'être avec des gens qui ne me parlent pas de musculation, qui ne me demandent pas quel est le meilleur curl pour leur biceps ou combien je bench. Tout le monde s'en fout. Les gens voient que oui, je suis un peu plus carré que la moyenne des gens sur le green, on va dire, mais personne ne m'a demandé pourquoi. Certains savent ce que je fais parce qu'ils m'ont demandé comme travail, mais voilà, personne ne parle de muscu. Quand je suis au basket, c'est pareil. Mes teammates savent ce que je fais comme métier, mais personne ne me pose des questions de muscu toute la journée, donc ça fait du bien. Ça fait du bien de couper, d'être loin. Le milieu du body dans le monde et en France, on est très gratiné et très particulier. Donc voilà, ça me permet de couper un petit peu de tout ça, de faire autre chose. Et puis voilà, le cadre extérieur, c'est toujours appréciable. Donc voilà, je vais aller m'entraîner justement. On est pour 1 heure à peu près. 70 balles à taper. Une petite heure, ensuite je rentre et on attaque la journée.
Ça par exemple c'était moche. C'était vraiment pas beau. Bon, j'ai pas arraché le gazon, c'est déjà ça, mais c'était pas incroyable. Et là, tout le truc, ça réside dans comprendre pourquoi j'ai fait une merde pareille. Corriger. Bon, là, je sais, du coup, j'ai mal mis ma main. Le corriger, l'appliquer sur le tir d'après, etc. Donc, désolé pour ceux qui aiment pas le golf. Je vais parler de body après, promis. Mais ça permet de voir autre chose aussi un petit peu de temps en temps et de voir aussi que, au-delà de la muscu, du coaching, il y a, comme je dis, il n'y a jamais d'équilibre, mais il y a d'autres trucs quand même à côté. Voilà. Ça, c'était beau. Donc ouais, il n'y a pas d'équilibre, je le dis tout le temps. Je pense que la vie, c'est une succession de phases de déséquilibre. Avec des phases où on a des priorités sur d'autres sujets, d'autres projets. Bon, il n'y a jamais d'équilibre parfait, sinon ça veut dire qu'on n'a aucun projet, aucun but. Et comme disait mon grand-père, très, très sage homme, quand on n'a pas de projet, c'est qu'on est mort. Et c'est hors de question. En tout cas, pas maintenant. Donc toujours des projets, toujours en mouvement et faire des trucs. Déséquilibre, mais avec des objectifs constants. Retour à l'appart, golf terminé. Petit practice bien sympa. C'est cool de voir en l'espace de quelques semaines que j'ai pris le premier cours et que je pratique. L'évolution un petit peu des choses. Il y a moins de balles moches, même si elles sont encore pas toutes parfaites. Bref. Retour au bodybuilding, au premier bloc de travail. En ce moment, je profite des matinées et d'avoir du temps, parce que forcément, là, il est 10h, j'ai pas encore reçu de message. Donc là, je profite d'avoir encore ce décalage sur le matin pour traiter un sujet que j'ai sur le feu depuis janvier, parce que du coup, je suis en train de transférer tous mes coachings sur des nouveaux de ce format de suivi. Ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que j'ai, au fur et à mesure de la saison, noté un peu tous les points limitants ou les points améliorés sur le format que j'avais pour mon suivi, c'est-à-dire le tracking des infos, les fichiers que j'utilisais, la praticité d'utilisation quand je suis en déplacement, etc. Je dois faire les choses depuis le téléphone, par exemple, ou même de manière générale, tout le tracking des données, la visibilité que je donne à mes coachings aussi sur ce qui est prévu pour eux en termes de différentes phases de travail, même si tout est soumis à modification, j'aime bien leur donner un peu de visibilité sur les 6 prochains mois ou pour l'année complète s'il y a des compétitions qu'on connaît déjà, etc., que c'est des athlètes avec déjà des saisons un peu mappées. Mais en fait, du coup, toute la saison dernière, j'ai noté tout ce qui me convenait pas ou tout ce que je pouvais améliorer. Sur la même chose, quel que soit le domaine, quel que soit le système, quel que soit ce que vous faites, vous êtes toujours limité par le maillon le plus faible de la chaîne, par les éléments les plus fragiles dans votre système. Et le but, c'est d'essayer de les améliorer ou de les renforcer. Et le fait, du coup, toute la saison d'être confronté à une saison plus intense que les autres années. En fait, chaque année, je fais la même chose, ce système, enfin, cette façon-là. Chaque année, j'améliore un petit peu après la saison ce que j'ai vu qui devait être amélioré. Mais du coup, cette année était un peu plus intense. Plus de shows, plus de déplacements, plus de pression, plus de monde aussi. Et du coup, ça m'a permis de passer encore un cran sur cette analyse-là et de voir là où j'avais vraiment besoin encore d'améliorer les choses. Ce qui fait que du coup, là, sur la fin d'année, quand j'ai fait mon petit débrief avec la personne qui m'a géré la préparation de ces sheets-là, j'avais tout listé. Je dis ça, je veux garder, ça, je veux garder. Ça, c'est ce que je fais en ce moment, c'est ce que je veux changer. J'ai tout donné en termes de guidelines basé sur ce que j'avais analysé cette saison qui n'allait pas ou qui devait être amélioré. Pas que ça n'allait pas, mais que ça pouvait être mieux pour me faire gagner du temps, notamment sur les week-ends où je suis en show, où je suis la journée sur la compétition et où je dois répondre depuis le téléphone parfois et où je traite les bilans la nuit parce que du coup, tout le monde doit avoir sa réponse à l'heure, même ceux qui ne sont pas en compétition. Et du coup, comment gagner du temps au lieu de passer la nuit à traiter les bilans, peut-être je peux le faire en 3 ou 4 heures sur ce jour-là. Et du coup, ça me permet, moi, forcément, d'avoir un peu de sommeil derrière, d'optimiser du temps pour autre chose. Ça me permet d'avoir plus de place pour soit d'autres athlètes, soit pour caler du temps de formation aussi, si je suis sur un week-end classique. Enfin, tout ce que je peux gagner comme temps, même si c'est 3-4 minutes par client, ça me permet de gagner en efficience, moi, dans le travail que je fais, du coup, de l'améliorer. Et pour eux, le fait d'avoir maintenant le calendrier, un peu plus de visibilité sur les timelines, ça leur permet aussi mentalement d'être encore plus impliqués ou se projeter un peu plus dans leur process. Et j'aime bien faire ça. Je fais ça depuis début janvier, parce que j'ai reçu fin décembre après les fichiers, le temps que moi je les prenne en main, parce que forcément c'était nouveau pour moi aussi. J'ai pris une semaine un peu de manip à blanc, histoire de manipuler les trucs, etc., mettre un petit peu le doigt sur ça. Enfin pas une semaine, après quelques jours. Et du coup depuis début janvier, ça fait quelques semaines là que je suis sur ça, donc tous les jours j'en transfère un petit peu. Ça me prend à peu près 1 heure par client le temps de tout remapper correctement, donc ça me prend un peu de temps. Je le fais le matin, j'en fais 4 ou 5 chaque jour.
plutôt 3 ou 4 même, je dirais, jusqu'à ce que je reçoive un peu les bilans par premier bloc et que je commence à basculer sur le bloc travail suivant. Donc là, je vais continuer à faire ça. J'avais reçu des questions, je crois, sur Instagram. Je pense que je les traiterai après. Je vais d'abord faire ça. Et après, je ferai une petite pause où je répondrai aux questions. Ouais. Ouais, il y en avait 2 qui étaient orientés sur ça, donc ça tombe bien. Premier bloc de travail terminé. Il est midi, moins 10. J'en ai fait pendant 1 heure, presque 2 heures. C'est cool, j'ai réussi à faire 4 documents cette fois-ci. Il y en a un qui était plus rapide que les autres, parce que c'est quelqu'un qui est sur des phases plus longues en fait, donc le timing des choses à mettre en place était plus rapide. Mais top, je suis très content. Je vais pouvoir leur envoyer ça dans la journée. Et je pense que d'ici demain, j'aurai fait tout le monde. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça prend du temps, mais au moins, ça sera fait. À chaque fois que je l'ai fait, je me rends compte à quel point ça va être vraiment plus efficient pour tout le monde, pour cette année et pour les années à venir en termes de suivi. Donc vraiment content de cet investissement. Il y a d'autres gens qui passent. Je vais faire un petit récap aussi, ce que toujours j'ai envie de mes objectifs, enfin pas mes objectifs, mais plutôt de l'année dernière, parce que c'est une question qui est revenue dans la FAQ que j'ai posée sur les objectifs de l'année à venir et si j'étais content de ma saison l'année dernière. Donc la réponse est oui, très content. Très content. Ça fait plusieurs années maintenant que je fais ça. Enfin, la préparation d'athlète, ça fait 4 ans full-time. Euh, avec de plus en plus d'athlètes chaque année et content de voir que chaque année je me fais la même remarque en fin de saison, c'est-à-dire de me dire c'était ma meilleure saison. Alors, exactement, c'est depuis 2021, c'est la première fois que je faisais tête sur scène, un peu moins, mais ça fait 2026, donc ça fait 5 ans. Et chaque saison depuis 5 ans, du coup, à la fin de la saison, je me dis que c'était ma meilleure saison. En termes de nombre de shows, de nombre d'athlètes, en termes de niveau de résultat aussi. Et du coup, cette année n'a pas échappé à la règle, parce que du coup, c'était en sens ma meilleure saison. Mais c'est plutôt cool parce que c'est l'objectif aussi chaque année de pouvoir se dire ça. Euh, Tant qu'on n'est pas, même quand on y est, je pense, au top du top, coach olympien, etc. Mais tant qu'on n'y est pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut viser ça. Pas forcément prendre plus de monde chaque année, mais que le calibre d'athlète avec lequel je travaille et les résultats qui sont amenés avec ces athlètes-là soient meilleurs chaque année. Donc l'année dernière, c'était le cas. Par exemple, même si je n'exclus pas les amateurs évidemment, parce qu'ils ont fait aussi un travail incroyable, mais j'ai commencé en 2025 avec 0 pro dans la team. J'ai fini 2025 avec 4 pros dans la team, une pro card, une pro win, une qualif Olympia Master et une participation Olympia Master. On a fait à peu près 8 pro shows dans l'année, 9 pro shows, juste comme ça. Euh, donc rien que ça me montre moi par rapport à mes attentes que j'ai progressé forcément sur la saison. Et au niveau amateur, plein de top, plein de très bons résultats, plein de belles conditions, plein de bons physiques, très bons physiques même. Donc voilà, c'était une belle saison et ça me permet de valider, on va dire, les étapes que je me suis fixées pour progresser. L'année dernière était une grosse, clairement, parce que forcément commencer à évoluer un petit peu parmi les pros, ça permet d'aller toucher un autre niveau, de se tester aussi en tant que préparateur évidemment. Et voilà, donc c'est top, je suis très content de cette saison. Maintenant, l'année prochaine, enfin l'année en cours, devra être aussi bien, voire meilleure en termes de résultats. Forcément, c'est l'objectif. Euh, ce qui m'attend là pour la saison, parce que c'était la question au niveau compétition. Tout n'est pas encore fixé, notamment pour la fin d'année. Pour le début d'année, il y a un petit peu moins de shows prévus, parce que la majorité des athlètes vont courir fin d'année. Début d'année, je vais avoir le régional passé forcément à Toulouse, 2 ou 3 shows, Espagne, Portugal très certainement, peut-être Irlande aussi, avec Camille. J'aurai 1 ou 2 shows qui seront positionnés un peu plus tard, avant l'été. Colmar aussi, parce que les filles veulent participer à Colmar avant de rentrer en saison MPC. Donc voilà, le début d'année va être pas plus chill, mais un peu plus axé hors saison pour la majorité de la team. J'ai le championnat d'Europe évolué aussi avec Manon, pardon. Il y a moins de choses, j'ai 5 athlètes, je crois, 6 athlètes au cours début d'année. Le reste sera plutôt fin d'année, donc ça va être encore une belle saison. Et, j'ai hâte, et pour la fin d'année, on ne sait pas encore tout ce qui va être positionné comme calendrier, parce que ça dépendra un petit peu de l'évolution de chacun. Le but, c'est pas de faire des saisons pour faire des saisons, c'est d'aller chercher des shows où on peut se positionner sur de très bons résultats. Il y en a sûrement qui feront que le régional et qui n'iront pas plus loin, parce que c'est pas maintenant qu'ils sont au niveau pour aller faire des pro qualifiers.
D'autres qui feront peut-être un pro qualifier plus le régional pour se mettre un peu d'expérience et aller se frotter un peu au niveau pro qualifier pour voir ce que ça donne pour eux, où est-ce qu'ils en sont, où est-ce qu'on en est. Et ensuite retourner bosser pendant sûrement un an et demi de leur saison. Et d'autres qui viennent pour des résultats beaucoup plus élevés avec des procars potentiels comme chaque année forcément. Et là il faudra enchaîner les shows jusqu'à ce que ça passe, prendre les feedbacks, travailler, et continuer si on est pas loin, ou prendre du recul si on est finalement plus loin que ce qui est attendu, pour aller chercher un overall, on est sur un top 3 de KT ou un class win et pas de classe, même pas de top à l'overall, qui manque encore un petit peu, il faut retourner bosser tout simplement. C'est le game, donc voilà pour cette saison. Faire encore mieux en termes de résultats pour la team, en termes de ce que moi j'amène sur scène avec mes athlètes, de ce que je leur propose comme coaching aussi, accompagnement, ça fait partie de la partie que je veux continuer d'améliorer. C'est pour ça que je continue à me former, tout simplement, à prendre du mentorat avec Kaloum et avec d'autres coachs sûrement dans l'année aussi. Le but, c'est pas de s'enfermer dans une façon de travailler, même si, de par ce qu'il fait, de par ses résultats, je le connais aussi à titre perso un peu plus depuis le temps, ses valeurs et ce qu'il est, c'est quelqu'un avec qui je forcément plus d'affinité, pas de prendre des consultes avec des gars que je respecte pas, même s'ils ont de beaux résultats. Si c'est des gros cons, ça m'intéresse pas. euh, Parce que je vais pas me retrouver dans le discours, dans le dialogue et leur filer de la thune alors que je n'aime pas ce qu'ils sont, ça me dérange aussi. Voilà, donc continuer à me former auprès de coachs que je respecte pour leurs résultats et leurs valeurs, c'est important. Il y en a plein. Donc je vais continuer à faire ça toute l'année évidemment. Et le fait aussi d'aller sur les shows, forcément, c'est grosse expérience en plus, grosse plus-value parce que c'est là que j'apprends le plus. Parce que je suis confronté au terrain, avec mes connaissances, mes compétences, aux défis que chaque athlète représente dans son individualité aussi. Et c'est là qu'on me prend le plus d'expérience. En général, je change une saison, je fais la même remarque chaque année depuis plusieurs années, c'est que j'ai pris en 4 ou 5 mois de saison, j'ai pris l'équivalent de un an à potasser des formations, etc. en termes d'expérience, parce que quand tu es confronté aux problèmes, tu es sur le terrain, où tu discutes avec les gens, les athlètes, les autres coachs, etc., tu t'engranges forcément de la connaissance aussi. Et c'est là que c'est le plus intéressant. Donc voilà, je m'arpille un petit peu, mais le goal pour cette année, ça va être ça. Continuer à faire de mieux en mieux, meilleurs résultats, meilleur calibre d'athlète avec lequel je travaille, meilleures prestations ensemble, et avec tout le monde au bout de ses objectifs, quels qu'ils soient, que ce soit du simple premier pas sur scène un régional à un pro qualifier ou un pro show avec une tentative de qualification pour Olympia, dans ce laquelle Jérôme cette année. Euh, voilà, le but c'est d'amener le même niveau d'exigence, le même niveau de travail pour tout le monde. Chacun son Olympia, entre guillemets. Monter sur scène pour la première fois, c'est déjà énorme pour quelqu'un. Et quand on est plus avancé, qu'on a d'autres objectifs, forcément, aller les chercher aussi. Voilà. Donc là, je vais manger les poulets, classico. Euh, Manger, continuer à bosser. Je pense que j'aurais reçu un petit peu plus de bilan. Je commence à en recevoir quelques-uns là, ce qui est midi. J'ai jusqu'à 14h à peu près, j'ai pour ma consulte avec Kaloum, donc je pense que je vais manger, bosser une petite heure sur les premiers bilans, notamment ceux qui sont en préparation. Comme ça, eux, ils ont leur retour directement, et ensuite, consulte. Le du travail suivant, ce sera le training ou les bilans en fonction de ce que j'ai reçu, je verrai. Et puis voilà, continue sur la journée, et continue à vous faire suivre un petit peu, même si c'est pas forcément le plus palpitant. Bon, je vous ai complètement oublié. Enfin, j'ai failli complètement vous oublier. C'était à deux doigts d'être le vlog le plus court de l'histoire. Les vlogs. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? J'ai fait, oui, en fait, j'ai enchaîné directement mon call avec Kaloum, avec quelques bilans que j'avais déjà reçus. Et en fait, du coup, j'ai enchaîné, j'ai mangé mon pré-workout en bossant. Et voilà, du coup, je suis en train de partir à la salle. Je me suis dit, merde, j'ai rien filmé du tout. Donc, la visio, c'est bien, enfin, le mentoring s'est bien passé, comme d'hab, toujours hyper intéressant. D'ailleurs, c'est parce que j'ai reçu 2 fois des questions qui concernent un peu ça dans la FAQ que j'ai postée, me demandant ce que j'avais appris le plus avec lui depuis que je suis en mentorat. Et l'autre question, c'était quoi? Parce que je les ai recopiés du coup. Qu'est-ce que j'ai. Pourquoi est-ce que je prends encore du mentorat et qu'est-ce que j'ai appris le plus avec lui? Et qu'est-ce que j'ai appris le plus cette saison? Enfin, la saison passée, du coup. Du coup, pour la première question, pourquoi je prends encore du mentorat et qu'est-ce que j'apprends avec lui? Enfin, ce que j'ai appris le plus avec lui. Je prends du mentorat parce que je pars du principe qu'en tant que coach, on doit aussi être coachable.
d'une autre manière, mais toujours être coachable. Il y a toujours à apprendre. Je suis loin d'avoir 10, 15, 20 ans d'expérience au plus haut niveau. Ça fait 5 ans que je fais de la préparation d'athlètes, dont 3, on va dire, à un niveau plus avancé. Des gars comme lui, même s'il n'est pas le plus gros palmarès des préparateurs, ça fait quand même 10 ans qu'il est dans le milieu, dont, à mon avis, 5 ou 6 à très haut niveau. Donc il y a un niveau d'expérience que j'ai pas et duquel il est toujours intéressant d'apprendre. Comme j'ai dit tout à l'heure, plutôt dans la vidéo, hein, je ne prends pas du consult qu'avec lui, j'en prendrai pas qu'avec lui non plus. L'idée, c'est de constamment essayer d'aller tirer des enseignements de ceux qui ont déjà mis en application sur le terrain, ce qu'on voit dans des formations un peu plus générales. Donc je prends encore du mentorat pour ça principalement, pour avoir la vision un peu plus terrain et pas gagner du temps, mais d'une certaine façon gagner du temps quand même en évitant quelques erreurs ou en ayant rapidement des solutions à certaines situations que je pourrais rencontrer. Tout simplement parce qu'ils les ont déjà traversées, ces gars-là, lui en l'occurrence. Et en fait, plutôt que de tourner en rond quand la situation va se confronter à moi et de galérer à trouver la solution ou d'en trouver plusieurs, de les tester, de perdre un peu de temps, etc., d'avoir directement, boum, quelque part la solution un peu déjà prête parce qu'on me l'a donnée, qu'elle a déjà été mise en place et éprouvée sur le terrain. Et c'est ça qui est hyper intéressant, et c'est ça que j'apprends le plus, et ce que j'ai appris le plus cette année globalement, c'est ça, avec lui, c'est d'avoir des réponses sur des situations ou d'avoir des points clés ou des points d'attention, certaines situations que je peux rencontrer ou que je vais pouvoir rencontrer parce que j'ai mis en place certaines choses, et que du coup, quasiment systématiquement, de son expérience, cette chose-là, elle amène cette chose-là derrière, et être vigilant à ce moment-là, c'est important. Du coup, l'idée, c'est quand même de gagner un peu de temps par rapport à ce que je pourrais avoir. Je suis arrivé à un point là où j'ai fait beaucoup de formations. Je continue d'en faire malgré tout, parce que c'est toujours intéressant, il y a toujours une ou deux lignes qui sont intéressantes dans un document, ou un PowerPoint, un PDF, peu importe. PowerPoint, je sais pas si ça existe encore, ça. Mais l'idée, c'est de pouvoir condenser ça sur des calls avec quelqu'un qui a déjà vu tout ça, l'a mis en application et a viré ce qui marchait pas. Voilà, tout simplement. Et avoir la logique derrière de pourquoi ça marche pas, etc. Donc voilà pourquoi je prends encore du mentorat. Et donc ce que j'ai appris le plus avec lui cette année, c'est surtout ça, c'est des points d'attention sur des détails, sur les process que je mets en place, être plus vigilant sur certains trucs sur lesquels j'avais déjà, on va dire, trébuché plusieurs fois, et pourquoi j'ai trébuché là et pas ailleurs, et gagner du temps sur certains ajustements qui peuvent être faits ou sur lesquels il faut être réactif rapidement. Donc voilà. Cela étant, maintenant, ça c'est terminé. J'ai mangé mon pré-training il y a 25 minutes. J'ai 20 minutes pour aller à la salle, donc je vais marcher tranquillement. J'ai plus de crème de riz, donc je me suis fait un porridge d'avoine avec une banane de l'ISO. J'ai fini ma crème de riz et je pense pas en recommander parce que j'en ai 5 kilos à la maison. Donc voilà, petite digestion, je vais marcher jusque là-bas. Leg day aujourd'hui, donc je pense pas que je vous réponde à des questions pendant le leg day, je verrai. Sinon je filmerai un peu la séance, et si j'ai la foi, je vous parlerai un peu de mes trainings. Ça va dépendre de comment la séance se passe. Et ensuite, quand je reviens, je recontinuerai. J'ai encore 3 questions, je crois que j'ai reçues, que j'ai pas encore répondu. Donc, je continuerai la FAQ. Et puis, je pense que la journée va se finir plus ou moins sur ça, tranquille. Bon, la séance terminée, du coup, je sais pas si vous m'entendez bien parce que circulation.
Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai filmé une série de presse, je crois. Je vais au montage. J'ai fait 3 séries de presse finalement parce que je la sentais vraiment bien. Le fait d'avoir fait 2 exos sur les quads avant, j'avais un très bon ressenti, sur la presse. Donc j'ai fait une série de plus et après j'ai refait du leg extension. J'ai pas fini parce que je suis presque à court de batterie tant que je rentre. Je voulais pouvoir potentiellement filmer des trucs. Donc j'ai refait du leg extension derrière. 3 séries. Je finis là-dessus. Superset leg extension, 6 squat, basta. Voilà. Donc là je vais rentrer à pied, ça va faire circuler un peu le sang dans les jambes, parce que ça pique. Donc là, pour mes training jambes, ça ressemble à ça en ce moment. Seule chose que je change souvent, c'est que je fais la presse en premier, parce que j'ai pas forcément de bonne machine pour les quads quand je m'entraîne à Basic Fit par exemple. Enfin, ça dépend un peu où je suis. Quand je peux, je fais cette séance-là. Je fais la même depuis 1 an quasiment. Par exemple quand je suis à Muscleworks à Londres ou sur Toulouse, avec des bonnes machines, des pendulums ou des bons hack squats où j'ai un bon ressenti, pas trop dans les genoux. Je fais en général cette machine-là en premier, donc je fais leg extension, adducteur, leg curl, leg extension, la grosse machine, puis la presse. Et quand j'ai pas la possibilité de le faire, par exemple quand je suis à Basic Fit ou dans des salles avec pas des bons matos pour les quads, je fais en général la presse en premier, comme ça je bombarde un peu sur un exo lourd où j'ai pas trop de douleur genou. Et je fais un exo quad après où j'ai un ressenti qui est meilleur. Voilà. Alors, je vais passer par là, il y aura moins de bruit je pense. Donc plutôt une bonne séance. La salle est pas mal, pas incroyable, clairement je m'entraînerai pas ici. Surtout que je suis sorti tard aussi parce que c'est de me refourguer un membership. Je dis que c'était une bonne salle mais non, pas pour l'instant. Donc voilà. Mais ouais, c'est pas une salle incroyable, elle est bien pour dépanner. Pour le haut du corps, elle est pas trop mal, je pense. Chez Hammer, les machines de dos sont en général pas trop mal. Mais après, pour le reste, c'est pas une salle où je m'abonnerais si j'avais le choix ici, parce qu'il y a beaucoup de meilleures salles. L'autre salle où je vais en ce moment, qui est Warehouse Gym, qui est de l'autre côté de la baie, est plus petite, moins achalandée en termes de quantité de machines, mais c'est que du prime par exemple. Donc c'est beaucoup mieux, même s'il n'y a pas beaucoup de choix sur le dos par exemple. Sur le reste, on est plutôt bien équipé. Voilà, donc là je rentre, il est 18h30, il fait déjà nuit comme vous pouvez le voir. Enfin nuit, s'il fait jamais vraiment nuit, mais il fait nuit. Très tôt à 17h, 17h30 ça commence à tomber. Donc je vais rentrer, faire le bilan, jusqu'à peu près 19h30, 20h je pense. Premier bloc, essayer de répondre à un max. J'ai réussi à en faire pas mal tout à l'heure quand j'ai enchaîné du coup là avec avant Kaloum et après Kaloum. Donc je vais finir de répondre au bilan là, ensuite je ferai un petit break pour manger, formation et ensuite je referai un bloc de bilan, je filmerai de toute façon à ce moment là je pense et je répondrai à la FAQ, suite de la FAQ. Pour finir la vidéo je pense là-dessus, je ne vais pas vous bombarder avec un truc trop long, puis pour moi ça fait reprise des vlogs donc faut que je me remette aussi un peu dans l'ambiance de partager des choses avec vous. Donc voilà, j'essaie d'en faire plus souvent, et parler français ce sera mieux. Mais l'idée c'est d'en faire un par mois, quelque chose comme ça, avec des sujets un peu intéressants. Mais le but c'est pas d'en faire pour en faire et de rien avoir à vous partager. Donc voilà, je vais faire ça, je vais rentrer, je vais prendre mon post-training, faire mon bloc de bilan et derrière je vous reprends pour la suite de la FAQ. Bon, on se retrouve à l'appart du coup après le bloc de bilan. Il est presque 20h, ouais. 20h30 même, 20h30. Donc j'espère que le son est bon parce que figurez-vous que j'ai fait tomber mon micro dans une fontaine tout à l'heure en vous faisant des plans pour la vidéo, comme un gland. Vraiment un influenceur incroyable. J'étais en train de faire des plans pour alimenter un peu la vidéo, etc. Mais des trucs sympas. Et je sais pas ce que j'ai fait, je me suis shooté dans le micro, il est tombé juste dans la fontaine. Donc il est en réhab pour l'instant. Il a fonctionné, même dans l'eau, il était encore allumé. Sauf que j'ai pas osé trop tenter le diable, donc je l'ai éteint direct et on va passer la nuit dans le riz. On verra demain s'il est en forme ou pas. Bref. J'espère que le son est bon du coup. S'il est pas, tant pis, je ferai un voice-over. Donc j'ai fini les bilans, très bon bilan, très content des bilans. Très content aussi de mes nouveaux fichiers du coup de suivi, parce que clairement ça me permet de gagner en efficience. Même si on retrouve les mêmes infos que ce que j'avais avant, pour eux ça change pas énormément, mais malgré tout je trouve que c'est plus clair, plus lisible. Donc je gagne du temps parce que oui, ils ont un tableau à me remplir
qui reprend pas mal d'informations, parce qu'un bon bilan, c'est pas juste salut, j'ai passé une bonne semaine, ou salut, je suis fatigué, ou salut, je suis maigre, ou salut, je suis trop grasse. C'est plus de détails sur la digestion, sur le sommeil, sur les perfs, sur le stress qu'ils ont eu pendant leur semaine, sur tout ce qui peut avoir de l'impact finalement sur ce qu'on fait, parce que si vous êtes stressé, potentiellement ça impacte votre sommeil, ça impacte votre appétit, ça impacte votre transit. Si votre gestion n'est pas bonne, ça impacte votre assimilation des nutriments, donc ça impacte votre performance. Tu vois, tout est corrélé en fait, et du coup un bilan c'est tout ça à la fois en fait. Donc content d'avoir cet tableau, et content des bilans de cette semaine, tout le monde est en place, on est à bien démarrer, même pour les nouveaux. Donc c'est extrêmement cool. Donc là je vais manger mon repas après. Avant ça, je vais finir la FAQ parce que j'ai encore des questions qui étaient sur Instagram. Je pense que je vous laisserai là-dessus parce qu'après il me restera du coup un petit bloc encore de travail sur les coachings tout à l'heure, qui vont me répondre à leur réponse de bilan à nouveau. Donc je vais finir là-dessus. J'en profiterai pour faire encore un peu enfin pas de consulte, mais de formation. Je vais y arriver. Et puis voilà, je pense que cette fois-ci ça va être plutôt pas mal, la journée aura été plutôt productive, donc ça c'est cool. Alors, au niveau des questions que j'avais, le poids de scène, c'est Radka. Le poids de scène est à prendre comme référence pour le hors-saison, ou plutôt le poids de 2 jours après. Quoi de 2 jours après Alors oui et non. C'est-à-dire que ça peut être un point de référence si vous êtes déjà au top entre guillemets, si vous faites déjà des résultats à très haut niveau, par exemple vous gagnez déjà des classes en pro qualifier, vous faites déjà des overall, ou vous êtes déjà passé pro, effectivement que vous êtes déjà dans le top entre guillemets, donc je dirais que la marge de manœuvre pour progresser elle est quand même moins importante. Donc la nécessité de faire des hors-saison où on prend du poids et où on construit du tissu pendant longtemps, elle est un peu moins nécessaire. Ce qui fait que s'éloigner de son poids de scène, à mon sens, n'est pas tellement judicieux à ce moment-là. Par contre, si vous êtes loin en termes de niveau de ce qui est attendu dans votre catégorie, ou que vous êtes pro mais que vous êtes encore un peu trop petit ou petite pour une pro, tout simplement, parce que ça peut arriver, on peut très bien gagner une pro card sur un show où le niveau était tel que vous avez gagné, mais vous êtes encore un peu loin du niveau attendu chez les pros. Dans ce cas-là, garder un œil dessus, c'est certain, mais voilà, on va pas s'arrêter que à ça, parce qu'on sait qu'on doit dans tous les cas grossir, et c'est plutôt le visuel qui va parler. Dans tous les cas, on fait du bodybuilding, le chiffre c'est une chose. Pour les catégories de poids, évidemment, que quand vous êtes pro et que vous êtes déjà proche de votre weight cap, le but c'est pas de trop s'en éloigner non plus, mais plutôt de construire un physique qualitatif et rester dans un range de poids proche de votre weight cap, pour pas avoir non plus trop de poids à perdre, parce que forcément sinon c'est délétère sur la santé et le physique pendant les prépas. Mais hormis ces cas de figure là dans les KT à restriction de poids, le reste du temps, bien sûr que le but c'est pas de trop s'en éloigner, mais ce qui va dicter dans tous les cas votre hors-saison, c'est votre évolution physique et le look que vous allez faire. Donc, est-ce qu'on peut savoir en tant que coach s'il y a quelqu'un le potentiel d'avoir sa pro card? Oui, je dirais que oui. Bien sûr, rien n'est jamais certain, mais je dirais que de manière générale, oui, on peut dans certains cas savoir. Savoir qui n'a pas le potentiel pour l'avoir, déjà, parce que si la structure, par exemple, n'est pas du tout propice à une catégorie en particulier, si la capacité à faire du tissu en s'entraînant correctement, en ayant un plan structuré pendant X temps, ne reflète pas non plus une bonne facilité à prendre de la masse musculaire et à grossir efficacement, ça va être compliqué. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, qui ont déjà fait un ou deux cycles de chimie par exemple, votre progression durant les cycles aussi, parce que la génétique c'est pas juste la structure et les insertions musculaires, c'est aussi la génétique physiologique, votre capacité à encaisser un cycle, à progresser sur le cycle, donc être réceptif à ce qui se passe, et également la résilience de votre physio face à ça. Si vous avez une mauvaise réceptivité et que le seul moyen de vous faire progresser parce que votre génétique est pas bonne, c'est d'abuser de ce genre de truc, ce que certains font malheureusement en amateur, vous irez pas bien loin, parce que même si vous décrochez une pro-card, je peux vous garantir que la santé risque à un moment donné de poser problème. Donc je dirais que oui, on peut voir qui a le potentiel, qui ne l'a pas plutôt. Après, qui a le potentiel d'une pro-card, on peut le déterminer aussi, ça reste
je pense, moins facile finalement, parce que si vous avez le potentiel pour en avoir une, c'est-à-dire que vous avez une bonne ligne, une bonne structure, un bon niveau de masse musculaire, ou vous avez développé avec le temps un bon niveau de masse musculaire, que votre génétique vous a permis d'avoir la structure qui va bien dans la catégorie, il y a quand même beaucoup de monde pour les pro-cards, donc oui, on peut dire qu'un athlète a le potentiel pour la chercher, avec le travail et la structure qui va bien. Maintenant, est-ce qu'il va pour autant l'avoir, c'est un autre facteur, hein. Je me rappelle, j'ai parlé dans la vidéo sur Tokyo l'année dernière, il y a 0,5 à 1% d'athlètes qui passent pro chaque année, c'est pas beaucoup. Donc ça reste compliqué, mais effectivement, on peut éliminer, on va dire, d'une certaine façon, ceux qui ont très peu de chances d'y parvenir de par leur structure ou leur génétique, et ceux qui ont un peu plus de potentiel pour y parvenir. Ça, on le voit en général, soit dès le départ, si ça concerne la structure, parce qu'on va le voir sur les photos initiales, soit c'est au bout d'un certain temps de coaching, en mettant tout en place, en ajustant, en trouvant les bons éléments qui fonctionnent, et de constater que la progression, elle est soit pas très folle, parce que pas génétique propice, soit au contraire exponentielle, parce que tout répond bien, et que tout se passe bien. Vous avez, je sais pas, dans les coachings par exemple, Jérôme est comme ça, Chris est comme ça, les deux sont pros, Stéphane est comme ça, il sera pro l'année prochaine, Shana est comme ça, elle est déjà pro, Anaïs est comme ça, elle sera sûrement pro bientôt. Voilà, pareil, il y a plein de. Voilà, j'ai pas mal d'athlètes qui ont ce potentiel-là, et ça se constate sur leur façon de progresser quand on est en train de tout mettre en place, quand tout est en place, même sans chimie. Lucie par exemple, qui est aussi un potentiel incroyable, qui progresse toute l'année, quelles que soient les phases qu'on met en place. En fait, ces athlètes-là, quel que soit ce que vous mettez en place, le corps répond tout le temps hyper bien, et du coup ils ont ce potentiel. D'autres ne l'ont pas de manière aussi flagrante, et pourtant ils progressent très bien aussi, donc ça ne veut pas dire qu'ils n'y auront pas. Mais encore une fois, voilà, on peut déterminer relativement, à partir de certains éléments, qui peut ne pas y prétendre à un moment donné. Après, le reste, c'est du temps, du travail, et aussi un facteur du bon jour, le bon endroit et le bon moment. Alors ensuite, j'en fais encore deux. Il y en a encore trois en fait. Alors, je m'entraîne pour performer, progresser, ou juste pour rester en forme en ce moment. En ce moment, je m'entraîne, comme j'ai dit ce matin, comme je m'entraîne surtout pour reprendre un rythme en ce moment. De manière générale, depuis 2 ans, surtout l'année dernière, et ça sera un peu le cas cette année aussi, je m'entraîne pour maintenir mon physique, donc m'entretenir. C'est un coach qui a l'air de s'entraîner. Pour moi, c'est important, même si je n'aspire pas à être un bodybuilder énorme, au moins avoir un minimum. Et aussi pour le simple fait de pouvoir continuer à prendre du plaisir à m'entraîner. Alors attention, parce que ça, c'est peut-être pas comprendre du premier coup, mais comme pour le golf ce matin, quand j'en parlais, je disais que j'avais pris des cours pour pouvoir prendre du plaisir à pratiquer. Je continue à m'entraîner pour pouvoir continuer à prendre du plaisir à m'entraîner. C'est-à-dire que je veux continuer à rester suffisamment fort. Je mets des parenthèses parce que je suis pas un bœuf non plus, mais suffisamment fort dans mes performances, sur tous mes exercices, pour pouvoir continuer à prendre du plaisir à m'entraîner. C'est-à-dire que si j'arrêtais de m'entraîner et que je perdais en perf sur tous mes exos, j'aurais plus envie, je pense, d'y aller, ou en tout cas beaucoup moins, et du coup ça me perdrait de vue tous mes objectifs de ce côté-là, parce que du coup j'irais plus m'entraîner, donc niveau physique ça deviendrait aussi. Donc je prends du plaisir là parce que je maintiens un certain niveau de performance sur lequel je peux m'amuser à l'entraînement. Même les jours où j'ai pas envie d'y aller, le fait d'y aller, de manipuler encore de bonnes charges, ça me permet de me mettre dedans et kiffer. Donc je m'entraîne pour me maintenir, pour rester dans cette dynamique-là, et pour continuer à rester dans cette dynamique-là, j'ai besoin de m'entraîner pour continuer à performer un petit peu, sans chercher forcément à faire des grosses perfs, mais juste de maintenir un niveau de force qui me permet de kiffer l'entraînement, de pouvoir aussi m'entraîner avec mes athlètes quand je les vois, notamment pour les plus costauds d'entre eux. Je maintiens un peu de perf, mais sans chercher à bombarder comme j'ai pu le faire par le passé, parce que pour l'instant j'en ai pas l'envie, et que la plupart de l'année, en tout cas sur la partie saison, j'ai pas la récupération qui va avec en plus. La dernière question pour finir, ça a été bien en plus, tu aimes coacher quel type d'athlète? Alors je dirais tous les athlètes qui sont investis. Ça fait très bateau comme réponse, mais c'est une qualité qui se perd parfois. Tous les athlètes qui sont investis dans leur propre processus, et qui sont prêts à faire ce qui est nécessaire, et qui sont également prêts à entendre quand ils ne le font pas bien, ou quand ça va demander plus de temps que ce que croient,
ou quand ça va leur demander plus de temps et de travail que ce que leur ego leur dit. C'est très compliqué, encore plus de nos jours. J'ai de la chance, je touche du bois, parce que mes athlètes sont assez dans cette dynamique-là. C'est extrêmement compliqué parfois d'expliquer aux gens que pour atteindre leur objectif, il va leur falloir X temps, alors qu'eux ont dans leur tête et dans leur ego que ça va leur prendre la moitié, et de leur faire comprendre que ce qu'on leur dit, nous, en tant que coach, c'est pour leur bien. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'ils veulent en termes de timing et y aller dans 6 mois, par exemple. Mais si nous, on sait, parce qu'on passe assez de temps dans le milieu, euh, que ça va pas bien se passer si on fait ça, ou qu'on va aller dans le mur, ou qu'on tombera très loin de l'objectif qui est attendu. Typiquement, l'objectif, c'est pas systématiquement, mais c'est très souvent, je veux une pro-card. Si on vous dit qu'il va falloir un an et demi de hors-saison pour avoir le niveau nécessaire pour acheter une pro-card, dites-vous bien qu'en tant que coach, on n'a aucun intérêt à vous balader comme ça, enfin pour ceux qui sont honnêtes en tout cas, parce que si on pouvait la prendre dans 6 mois, la pro-card, on serait très heureux d'aller la prendre dans 6 mois. Une pro-card pour n'importe quel coach, sauf ceux qui ont codé pro et qui maintenant vivent des qualifs Olympia, mais pour n'importe quel coach, on va dire que c'est quand même un sacré accomplissement et une sacrée visibilité aussi. Donc dites-vous que si on vous dit que c'est pour dans un an et demi et pas avant, parce que le niveau requis dans la catégorie que vous voulez concourir, ça va vous demander de prendre 15 kilos et que, à moins d'avoir une golden génétique, vous ne le ferez pas en 6 mois, soit vous acceptez de l'entendre et vous êtes OK avec le process parce que vous faites confiance à votre coach, soit c'est votre ego qui prend le dessus, et auquel cas, forcément, la discussion va être très compliquée à terme. Donc, les athlètes que j'aime coacher, c'est des gens qui sont ouverts à la discussion, qui ont les pieds sur terre, qui se laissent pas matrixer par ce qu'ils voient sur les réseaux avec des trucs rapides, et qui sont qui sont conscients des choses. Alors bien évidemment, on ne peut pas tout savoir si vous ne prenez pas de coach, mais qui sont conscients que notre intérêt c'est le vôtre aussi, et que quand on vous dit un truc c'est dans notre intérêt commun. Et il faut être prêt à discuter, à entendre aussi quand vous faites pas assez les efforts, si vous avez l'impression de faire beaucoup et que votre coach vous dit bah ouais mais c'est pas encore assez par rapport à ce que tu veux, d'accepter de l'entendre, d'accepter la discussion, de faire valoir votre point de vue aussi bien évidemment, mais d'accepter d'entendre que parfois bah, c'est pas assez. Tout simplement. Et voilà. Donc, la tête comme ça, c'est très bien. Et à chacun à son niveau, même pour quelqu'un qui débute, c'est pas un problème. La même chose était appliquée. Quelqu'un qui veut faire sa première scène, avoir conscience que ça va être du travail, des sacrifices, que forcément il y aura des embûches sur la première prépa, parce que c'est jamais tout facile, parce qu'on découvre aussi le process, mais que votre coach est là pour vous pousser, qu'il va falloir s'investir, il va falloir avoir du dialogue, et entendre un petit peu les choses. Et même chose quand on est déjà pro et qu'on a déjà plus de parcours. Être pro ne fait pas de vous un super héros. Vous pouvez vous tromper, vous pouvez entendre aussi que parfois il faut faire plus, être plus discipliné, être plus engagé, etc. Donc voilà, tous ces types d'athlètes là, c'est sur lesquels je prends le plus de plaisir. J'ai de la chance, c'est les athlètes que j'ai aujourd'hui. Et force est de constater qu'ils progressent tous bien, justement parce qu'ils ont cette mentalité-là et cette façon de faire les choses. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse là. Je vais espérer que mon micro fonctionne demain. Je pense que la vidéo se sera arrêtée ici. Je vais recommencer à bosser sur ce que j'ai à finir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. C'est pas forcément un vlog de ouf avec des Lamborghini à Dubaï, mais c'est la real life où que je sois. J'essaierai de faire mieux sur les prochains. Je prends en compte vos retours, vos commentaires sur la vidéo si vous en faites avec grand plaisir. Et puis je vous dis à très vite, sûrement en France pour la prochaine. Sauf si je suis reparti en Angleterre, je sais pas. Mais bon, je vous dis à sûrement très vite pour un autre vlog.